Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre émission Le Vrai Dialogue que je présente depuis le Parlement européen à Bruxelles. Au cours des derniers mois, la Palestine a été le théâtre de violences inouïes depuis le lancement de l'offensive israélienne contre la bande de Gaza le 8 octobre 2023, avec plus de 33 400 Palestiniens ayant perdu la vie et plus de 76 000 autres blessés. Le bilan humain est épouvantable. Alors que le conflit entre dans son 7e mois, des négociations pour un cessez-le-feu sont en cours au Caire avec la participation des Palestiniens, de diplomates et de responsables de la sécurité d'Égypte, du Qatar, des États-Unis et d'Israël. Malgré les efforts de médiation, des désaccords persistants ont entravé les progrès, laissant les civils de Gaza exposés à des souffrances insupportables. Les conséquences humanitaires de ce conflit sont désastreuses, avec plus d'1 million de Palestiniens menacés de famine et une montée inquiétante de la malnutrition parmi les enfants. Les journalistes n'ont pas été épargnés, avec plus d'une centaine de morts et de nombreuses disparitions depuis le début des hostilités. En réponse à cette crise humanitaire sans précédent, les dirigeants européens ont appelé à une pause humanitaire immédiate et à un cessez-le-feu durable. De plus, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté une résolution proposée par l'Algérie exigeant un cessez-le-feu, marquant ainsi une étape cruciale vers la fin des combats. Les récents raids aériens israéliens sur le consulat iranien à Damas ont encore exacerbé les tensions. La réponse iranienne directe soulève des préoccupations quant à l'ampleur croissante de ce conflit. Pour aborder cette question urgente, nous sommes ce soir en compagnie de 2 membres du Parlement européen, Salima Yenbou du groupe Renaissance et François Alfonsi du groupe des Verts, ainsi que Marianne Blum, ancienne professeure de français à l'université d'Al-Azhar à Gaza et membre de l'association belgo-palestinienne, et l'éminent professeur des universités Rudolf El-Karé. Cette introduction établit le cadre pour une discussion approfondie sur le conflit en cours au Moyen-Orient et les efforts en vue d'atteindre la paix dans la région. Le vrai dialogue, c'est maintenant. Bonsoir à tous les 4 et merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Et je vais poser ma première question à M. Alfonsi, parce qu'il est le plus proche. M. Alfonsi, le conflit israélo-palestinien entre dans son 7e mois. Des négociations pour un cessez-le-feu sont en cours au Caire avec la participation des Palestiniens, des Israéliens. Il y a aussi des diplomates et des responsables politiques d'Égypte, du Qatar, de l'Amérique. Vous pensez qu'un accord imminent va sortir de ces négociations? Il faudrait les suivre de plus près. De toute façon, il faudra bien qu'il y ait un cessez-le-feu. La situation, la violence des combats, extrêmement meurtriers. Je crois qu'il y a eu 2 fois plus de morts civiles à Gaza en quelques mois que durant toutes les années de guerre qu'il y a en Ukraine, par exemple, aujourd'hui. Donc ça apporte, puis l'extrême précarité et l'extrême difficulté des populations civiles, ça ne peut pas durer. Donc il faudra bien que ça s'arrête. Il y a la situation des otages aussi, qu'il faudra bien mettre dans la négociation pour que leur libération intervienne. Voilà, donc est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui détiennent la capacité d'arrêter le conflit, Israël,
est prêt à le faire. La pression internationale, en tous les cas, est là, elle est croissante. Et je pense que quand même, bon, sans pouvoir être devin et dire c'est demain ou après-demain, mais dans les jours qui viennent, un cessez-le-feu interviendra, c'est obligatoire. En attendant, vous l'avez dit, hein, Madame Yenbou, la famine menace le peuple palestinien dans la bande de Gaza. La malnutrition aussi, elle est à leur porte déjà. Au fond, pourquoi ne pas juste respecter la résolution qui a été adoptée par les Nations Unies et qui a été proposée par l'Algérie? Effectivement, cette résolution est historique puisqu'on a vu qu'il y a eu de nombreuses tentatives qui ont échoué. Celle-ci proposée par l'Algérie est supportée notamment par la France puisqu'elle n'a pas mis son veto. Et les États-Unis aussi, une pression qui a été faite sur les États-Unis pour qu'ils s'abstiennent au mieux et qu'ils ne mettent pas de veto pour qu'on puisse enfin avoir cette résolution de l'ONU. Et maintenant, il s'agit de la faire appliquer. Et ce qui a été mis en avant, c'est le non-respect par Israël de laisser entrer cette aide humanitaire. On parle de 500 camions qui rentreraient. On sait bien que dans les faits, ça n'est pas le cas. Et 500, c'est loin d'être suffisant. Après 7 mois, on est dans une situation qui est inacceptable humainement. Tant sur le plan humanitaire, en termes de nourriture, mais aussi médical. Et Israël doit laisser entrer des aides de manière beaucoup plus massive que les 500 camions qui sont annoncés. La famine est déjà sur place. On a passé aussi un mois de Ramadan, il faut aussi le souligner. Donc un mois qui est assez rude déjà en dehors de cette situation et qu'il est encore plus aujourd'hui. Marianne Blum, vous avez été professeure de français à l'université d'Al-Azhar à Gaza dans les années 90 pendant 10 ans. Ça vous permet de mieux comprendre le conflit israélo-palestinien aujourd'hui? Ce n'est pas le fait d'avoir été à Gaza qui me permet de mieux comprendre le conflit. Je le connaissais déjà avant. Moi, je pense que je ne serais pas allée à Gaza. Ce que ça me permet, c'est de mieux comprendre la situation aujourd'hui. Parce que quand on dit aujourd'hui il y a famine, la dernière fois que j'ai pu entrer dans la bande de Gaza, c'était en 2013, et il y avait déjà une pauvreté immense à cause du blocus. Donc, quand on nous dit aujourd'hui qu'en plus il y a la famine, on dit qu'effectivement la situation est très grave. Et de la même manière, quand on est en train aussi de dire que cette guerre est une guerre contre le Hamas, c'est complètement faux. On est en train de faire une guerre contre toute une population. Et le Hamas qui était déjà présent n'est pas celui qui meurt le plus pour l'instant. Avec plus de 14 000 gosses qui ont été assassinés. Aujourd'hui encore à Nuseirat, il y a eu des bombardements, à Rafah aussi, où les enfants sont tués, les femmes, les hommes. Et on sait très bien que les bombardements sont complètement indiscriminés. Et qu'en plus, ils sont soi-disant aidés par l'intelligence artificielle. Et donc, voilà. Donc, ce que moi, ça me permet de comprendre, c'est plutôt ce que vivent les gens. Parce qu'on a aussi une sorte de mythologie du peuple palestinien qui est résilient, résistant, enfin, tout ce qu'on veut. En fait, ils n'ont pas beaucoup le choix. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, à leur place? Je veux dire, alors, il faut arrêter aussi de faire une sorte de romantisme. Les gens sont en train de vraiment souffrir. Et les gens que je connais là-bas, qui étaient des militants dans des associations, soit de droits de l'homme, soit sociales, sont des gens qui aujourd'hui essayent de faire de leur mieux, mais qui sont aussi en train de souffrir. Alors on peut applaudir quand on voit effectivement qu'il y a notamment le cirque de Gaza qui essaye de faire un peu de joie pour les enfants. Enfin, ce sont des gouttes d'eau dans la mer. Hein. Quand vous voyez hier les gens qui ont cru qu'ils pouvaient retourner dans leur maison. Et ça aussi, c'est d'une tristesse inouïe. Ils veulent retourner dans le nord où, en fait, presque tout a été écrasé. On sait aujourd'hui que presque 65% du bâti a été complètement démoli. Les routes, les infrastructures, tout. Mais les gens veulent retourner chez eux. Ils retournaient hier et l'armée israélienne a tiré sur les gens qui retournaient sur
ce qu'on doit encore appeler une route et qui en fait est un amas de débris. Donc ça, disons que personnellement, c'est aussi tous les lieux que je vois, que je ne reconnais plus. Je veux dire, ma sensibilité, elle est là. Ça, c'est effectivement avoir vécu à Gaza, avoir été du nord au sud et se rendre compte que les lieux où on a vécu ont complètement disparu. C'est aussi quelque chose peut-être dont on ne parle pas assez, c'est qu'en fait, on n'écrase pas seulement des maisons, on ne tue pas seulement des gens, on tue tout un environnement. On tue les souvenirs, on tue les endroits où les gens ont vécu. S'il y a des Palestiniens qui retournent sur place et qui vous disent « je ne reconnais pas, je ne sais plus où est ma maison », c'est dire la catastrophe. Donc quand on parle d'un génocide, c'est bien un génocide. Non seulement on tue les gens physiquement, mais on les tue de l'intérieur aussi. On les tue en démolissant les universités, en démolissant les hôpitaux et en démolissant tout ce qui fait en fait la structure sociale. Alors, on peut féliciter les Palestiniens d'être toujours là, mais je veux dire, on ne doit pas non plus, nous, Européens, nous contenter de dire qu'ils sont résilients. Il est temps, grand temps, que la société civile qui a fait ce qu'elle pouvait, mais maintenant qu'elle secoue ses politiques. Il est clair que ce que les Palestiniens attendent de nous, ce n'est pas de leur envoyer de la nourriture ou des cartables. Hein. Ils attendent de nous qu'on secoue notre monde politique et qu'enfin quelque chose bouge. Alors, en Belgique, on peut encore dire que dans les pays européens, on est parmi les meilleurs, si on peut dire. Mais on sait aussi que jusqu'à présent, tout est dans le blabla et rien dans l'action. Monsieur Elgaré, Madame Blum a relevé quelque chose de très intéressant au niveau de la déontologie déjà. On parle de Hamas. Il s'agit de Hamas ou il s'agit de la bande de Gaza ou d'un conflit israélo-palestinien qui perdure depuis 75 ans. Mais justement, j'allais commencer par ça. Il est grand temps de changer de vocabulaire. Ça fait 6 mois qu'on observe, sous l'œil des caméras de télévision, une opération qui est en fait un massacre de masse. La Cour internationale de justice a parlé de génocide. Pour la première fois depuis 1948, on utilise des termes qui sont extrêmement importants pour qualifier les violences. Vous avez utilisé le mot violence. Moi, je crois que le mot violence est encore tendre par rapport à ce qui se passe. Premier point, il n'y a pas de conflit israélo-palestinien. Et encore moins un conflit Israël-Hamas. Ça, c'est le récit qui est fait par les grands médias dominants. Il y a un fait colonial. Et s'il y a une chose qui est apparue au bout de ces 6 mois, c'est que nous sommes devant un fait colonial total. C'est ce que d'ailleurs la Cour internationale de justice a montré. Et c'est très important de le comprendre et de comprendre pour quelles raisons c'est l'Afrique du Sud qui a initié à La Haye cette dynamique judiciaire qui a levé totalement l'impunité pour la première fois sur le plan, mais il y a d'autres impunités qui sont en train de se terminer. Il y a un fait colonial, et dans le cadre de ce fait colonial, la famine est un outil politique et un outil de domination. Il y a une famine organisée. Je ne vais pas reprendre ici, vous savez, il y a une montagne de dossiers et de documents à la CIJ sur les déclarations du président israélien Herzog, de Gallant, etc. Nous allons les affamer, nous allons les assoiffer, etc. Quelle différence entre les fameux sièges du Moyen-Âge? Il faut aujourd'hui changer de vocabulaire. Aujourd'hui, il y a une population qui subit une occupation, qui est une occupation coloniale de substitution. C'est ça qui est extrêmement important à relever. C'est que nous ne sommes pas dans le cas de l'Afrique du Sud, même s'il y a si vous voulez, certaines fenêtres qui permettent de parler d'apartheid. Mais si je me souviens bien, vous me le concéderez ou me confirmerez, les bourses n'ont pas dit aux Africains du Sud, vous n'existez pas. Ils leur ont dit, vous êtes des sous-hommes, vous êtes nos domestiques, vous êtes inférieurs. Ici, même si l'idéologie, on la connaît sur les Arabes qui sont des animaux, tout le vocabulaire, tout le corpus qui est déjà dans un dossier à l'ONU, nous sommes dans un phénomène de substitution. C'est-à-dire que cette formidable imposture qui a fait croire, et on revient chaque fois à cette question, qu'il y aurait un peuple sans terre pour une terre sans peuple, aujourd'hui, elle est tombée, elle est brute de décoffrage, si vous voulez. C'est-à-dire que toutes les enluminures qu'on a mis autour depuis 1948 se sont craquelées et on est devant une situation où il faut résoudre un problème colonial. C'est le dernier
fait coloniale de toute la trajectoire coloniale depuis la découverte des Amériques, depuis 1492. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, sur le plan humain, est absolument abominable. Là, je voudrais rappeler une chose. J'ai lu l'introduction d'un livre que notre ami Edgar Morin a publié récemment, où il commence à situer les massacres de masse au XXe siècle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien non. Le premier massacre de masse dans la Première Guerre mondiale, ça a été la destruction de la ville de Guernica et de sa population par les Stukas de l'aviation nazie. François Donc, Alfonsi. changeons de vocabulaire. Très bien. Est-ce qu'il faut changer de vocable? Et aussi, Madame Blum vous interpelle, vous, femmes et hommes politiques européens, français en l'occurrence. Qu'est-ce que vous répondez, Madame Blum, déjà? Bon, Madame Blum, elle dit il faut être efficace. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être efficace, on va dire? Et à partir du moment où il est exclu d'envoyer des troupes sur place pour aller se mettre au milieu de ce conflit, ça ne ferait que l'aggraver. Quelle est la posture internationale qu'il faut avoir? À l'ONU, bien sûr, on a obtenu cette résolution, elle est importante puisqu'elle crée, elle a une valeur juridique. La Cour internationale de justice, c'est très important, l'action de l'Afrique du Sud. Mais tout ça reste un peu moral, je dirais. Et comment est-ce qu'on rentre dans le jeu politique et que l'on fait pression sur les événements? Je crois qu'il y a une proposition en ce moment que je trouve intéressante à suivre. C'est celle qui est faite par l'Espagne et par la Belgique. Et l'Irlande, je pense aussi. Oui. Qui consiste La reconnaissance de l'indépendance de la Palestine. De l'État palestinien. C'est-à-dire que quand vous reconnaissez un État souverain, par définition, vous lui donnez droit à un territoire. Bon. Et surtout, vous ouvrez la porte à une stratégie de pression internationale qui éloignera du terrorisme, qui amène les dirigeants à se mettre dans un jeu politique plus construit. Alors, je ne sais pas quand, comment ça peut se faire. Moi, à mon avis, c'est important de le faire vite. Et est-ce que les cicatrices épouvantables qui sont en train de martyriser les populations pourront être refermées demain pour créer, pour qu'on puisse à nouveau parler de paix? Ça va être très dur. Mais de toute façon, c'est une direction qui me semble intéressante et que je crois que l'Union européenne aurait tout intérêt aujourd'hui à applaudir cette proposition et à la faire sienne. Reconnaissance de l'État souverain palestinien à partir de ce qui en reste des accords d'Oslo, bien sûr. Ce n'est pas grand-chose. Après, le territoire ne sera pas défini, mais la dignité, en tous les cas, de l'existence d'un peuple sera, je crois, définitivement établie. Monsieur Alcarré, vous vouliez réagir? Oui. Je pense à ce que Monsieur Alfonsi, pardonnez-moi 30 secondes, vous voulez réagir à ce qu'il vient de dire, et je vous poserai la question suivante, qui va dans le même sens. Vous pensez que l'Union européenne, en tant qu'entité, et ses 27 États membres, au jour d'aujourd'hui, ils ont les reins solides pour pouvoir suivre l'exemple des Belges et des Espagnols? J'en doute, pour un tas de raisons. Mais d'abord, M. Alfonsi, vous avez dit « soyons efficaces ». Eh bien, pour être efficace, il faut être clair. C'est trop tard. L'État palestinien, tel qu'il est proposé aujourd'hui, c'est trop tard. Cette étape a été proposée en 1995 dans le siège de la conférence de Madrid. La paix contre les territoires, c'est le seul compromis historique qui aurait été viable s'il avait été appliqué. Le résultat, ça a été quoi? La colonisation dans les territoires supposés être ceux du futur État palestinien n'a jamais été aussi développée, mais de façon délirante, quasi hystérique, depuis Madrid et depuis la conférence d'Oslo. Le deuxième point, c'est que on nous dit que on va trouver une solution et des responsables politiques de part et d'autre pour trouver aujourd'hui un compromis historique qui s'appelait l'État palestinien. Mais il n'existe plus, tout simplement parce que Rabin, qui était partie prenante, a été assassiné
et qu'Arafat a été assassiné. Et dans cette enceinte, deux hauts responsables politiques, j'ai dit devant tout le monde, à la Commission des Affaires étrangères, Arafat a été assassiné. Ils n'ont pas bronché. Donc, ils ont confirmé. Et aujourd'hui, je vous dis très clairement, c'est trop tard. Parce qu'avec ceux qui sont au pouvoir actuellement à Tel Aviv, et notamment Netanyahou, Smotrich, etc., qui sont en fait les héritiers de Jabotinsky, c'est-à-dire la partie la plus extrême du sionisme, il n'y a pas moyen d'entreprendre une négociation. Aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, une colonisation de substitution. Aujourd'hui, c'est une colonisation d'annihilation. C'est-à-dire qu'on veut littéralement détruire le peuple palestinien. Vous savez autant que moi que si les Israéliens, enfin ceux qui dirigent actuellement les Israéliens, je parle en Israël parce qu'il y a une autre direction dont il faudra parler, c'est les États-Unis. Parce que là, il y a quelque chose à faire. Si ils voulaient vraiment résoudre le problème, ils n'auraient pas géré ou réagi à ce qui s'est passé le 7 octobre de cette façon-là. Eux ont dit très clairement, notre objectif, c'est, je suis désolé pour le mot, c'est le leur, pas le mien, il est abominable, c'est nettoyer Gaza pour en faire un parc d'attractions, etc. Mais la deuxième étape, ça aurait été quoi? La deuxième étape, elle est dans les tablettes de M. Netanyahou. S'il réussit, et il ne réussira pas, je vous le garantis, pour un tas de raisons, c'était d'expulser les Palestiniens de Cisjordanie en Jordanie et de faire de la Jordanie actuelle ce qu'ils appellent l'état de substitution. Troisième étape, chasser les Palestiniens qui sont restés en 1948. Donc il faut, encore une fois, non seulement changer de vocabulaire, mais changer de vision, de regard et de grille de lecture. Et là, il faudra trouver une autre solution où le fait colonial, encore une fois, devra disparaître comme il a disparu en Afrique du Sud, et qu'on m'entende bien et qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. La solution humaine pour les populations humaines, ça c'est une autre question. Moi je parle d'une structure politique qui est le résultat d'une dynamique coloniale. Alors si on veut vraiment aujourd'hui arrêter la famine, les massacres, etc., vos dirigeants européens, je ne les vois pas le faire, je ne vois pas Mme von der Leyen le faire, prennent leur téléphone et appellent Joe Biden et lui disent « Arrête de donner des bombes à Netanyahou. » Vous appelez, vous, Monsieur Le Cornu, ministre de la Défense, et vous lui dites, au lieu de dire et de vous vanter, vous avez, sur le plan du renseignement, aidé les Israéliens, etc., en novembre et décembre, cessez de donner des armes, faites en sorte qu'il y ait une solution politique. Bon. Merci, Monsieur El-Karé. Je sais que Mme Blum a voulu prendre la parole, mais pardonnez-moi, laissez-moi donner la parole d'abord à Mme Yenbou, qui attend depuis tout à l'heure. Mme Yenbou, le professeur Rudolf El-Karé a dit que M. Arafat et M. Rabin ont été assassinés et les accords d'Oslo sont morts. Est-ce que la France de Jacques Chirac fait partie aussi du passé? Elle ne reviendra plus jamais. Moi je ne m'inscris pas totalement là-dedans. C'était une étape qu'on a ratée. Je pense qu'il y avait une vraie fenêtre de tir à ce moment-là, si je peux me permettre cette expression, pour justement créer cet État palestinien. Moi, je ne partage pas parce que je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi une autre étape qu'il va falloir saisir, que la communauté internationale doit saisir pour aller de l'avant et créer cet État palestinien. Moi, l'initiative de l'Espagne et de l'Irlande est une annonce pour l'instant, puisqu'il l'annonce pour juin ou juillet, ce qui est quand même assez tard. Cela dit, moi j'ai entendu le président Macron dire que cette question n'était plus taboue il y a quelques mois. Et puis le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, dire que c'était un outil qu'on utiliserait, que la France utiliserait. Mais je crois, et je suis d'accord avec lui, que c'est l'Europe, notamment un nombre important de pays européens qui doivent travailler sur cette question et reconnaître l'État palestinien. Reconnaître l'État palestinien, c'est lui attribuer un territoire et c'est revenir, et ça, la France a été très claire là-dessus, c'est que la colonisation qui s'est faite depuis des années doit cesser et doit reculer. On repart des frontières de 67
Donc ces frontières de 67 ne sont pas discutables, ça a été répété à de nombreuses fois par le président Macron ou par Stéphane Séjourné. Donc moi je m'inscris complètement là-dedans. Sinon, il n'y a plus d'espoir. Tout à l'heure, je ne sais plus, je crois que c'est le professeur qui parlait de résilience. Effectivement, on peut attribuer de la résilience au bout de 75 ans, je ne sais pas si c'est encore de la résilience. Cela dit, on a tous besoin d'espoir et d'y croire. Et moi, j'y crois à cet État palestinien. J'y crois. Et par contre, je pense que de part et d'autre, on n'a pas les volontés politiques, on n'a pas non plus les politiques. Netanyahou s'est allié à une extrême droite et à des fondamentalistes religieux. Tout simplement, il faut nommer un chat. Et donc, il n'y a pas de force politique de part et d'autre pour construire ça. Et je crois que cette solution à deux États, elle doit être imposée par l'extérieur. Et l'extérieur, ça peut être nous, bien évidemment avec les États-Unis. Il y a encore des négociations qui se font, qui sont évidemment secrètes, parce que pour se dire les choses, parfois, il vaut mieux les faire en dehors des caméras pour pouvoir avancer. Mais moi, j'y crois, véritablement, j'y crois comme les Palestiniens, parce que j'y suis allée et je sais ce que c'est qu'une attaque de colons, je l'ai subie. Et j'y crois comme les Palestiniens là-bas qui me demandaient quelle était mon origine lorsqu'ils entendaient mon prénom et que je leur disais que j'étais d'origine algérienne. Et ils me disaient, on va faire comme vous en fait, comme les Algériens. Donc, ouais, non, il faut continuer à y croire. Très bien. Elle est optimiste, Madame la députée française, Madame Yenbou. Madame Blum, j'ai eu personnellement la chance de vous inviter à une émission de télévision en 2010, sur une télévision, à l'époque, une télévision palestinienne. Et il y a quoi? Il y a 14 ans, jour pour jour, on a parlé de la situation de la bande de Gaza, parce que, on l'a dit au début, vous avez été pendant 10 ans professeur à l'université d'Al-Azhar à Gaza, professeur de français. Mais Madame Blum, vous êtes aussi la fille de résistants belges. Votre propre mère et vos grands-parents ont été, ont fait de la résistance et ont été dans des camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, j'ai souvenir, et puis j'ai triché, j'ai retrouvé l'émission d'il y a 10 ans. On n'avait pas beaucoup de temps, on avait juste 26 minutes. Et ma dernière question, ou plutôt votre dernière réponse, était inachevée parce que le temps était imparti. Et vous me disiez, et je l'ai noté, vous me disiez, Madame Blum, que ce que faisait Israël en Palestine occupée n'était pas un hasard, mais une stratégie qui consiste à se débarrasser de faits palestiniens. On y est aujourd'hui. Oui, mais moi d'abord je veux répondre parce que autrement ça ne marche pas. Quand je dis des faits, reconnaître l'État palestinien, voilà une chose qui peut être faite et qui sera, comme dit monsieur, une reconnaissance de dignité, etc. Mais il y a des points que l'Europe peut prendre, je regrette. Les sanctions, on peut les prendre. Qu'est-ce qu'on attend? On a des accords d'association qui sont liés normalement au respect des droits de l'homme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'Israël et du respect des droits de l'homme, notamment à Gaza, mais aussi en Cisjordanie? Il y a aussi la vente d'armes, mais bon sang, l'Europe a les moyens. En fait, elle n'a pas la volonté. Jusqu'à présent, pour moi, l'Europe, c'est on s'inquiète, on est très inquiet, on est très, très, très inquiet. On condamne rarement, sauf évidemment d'autres personnes, on condamne la Russie, ça, c'est pas un problème. On arrive à faire des sanctions en 5 minutes aussi, pas un problème. Donc ici, quand je dis un appel et quand je dis que notre public doit faire pression sur ces politiques, c'est ça. C'est simplement prendre de vraies actions et arrêter de nous bassiner avec de jolis mots. Alors, on peut se battre pour un État palestinien. Moi, je ne suis pas contre. Les Palestiniens, sûrement. Mais ils vous diront que ça ne va rien changer sur le terrain. Or, c'est maintenant qu'il faut changer les choses sur le terrain. Ça, c'est une chose. Maintenant, vous me demandez si c'est un projet. Moi, c'est clair. Tania Reinhardt avait écrit un bouquin historique en disant « pour en terminer avec 48 ». C'est quand même très clair que la volonté israélienne... Vous avez Benny Morris, qui est pourtant un nouvel historien et qui avait été un des premiers à montrer qu'effectivement, on avait chassé les Palestiniens, a quand même dit, mais
on n'a pas bien fait le travail. On aurait dû tous les chasser. On est en train, effectivement, par ce génocide, on est en train, effectivement, de chasser la volonté d'Israël. Écoutez, il y a même des réunions qu'on fait aujourd'hui, et vous avez des retransmissions vidéo de gens qui se réunissent pour savoir comment on va réoccuper la bande de Gaza. On est déjà même en train de vendre fictivement des terrains. Donc, ce n'est pas juste dans mon imagination. Mais donc, il y a là un projet qu'ils sont en train de mettre en route et disons que l'attaque du 7 octobre a été une bonne occasion pour eux, effectivement, de partir. Et maintenant, on parle de Gaza, c'est très bien, et on doit en parler, mais on doit se dire que le génocide, c'est toute la population palestinienne. Est-ce qu'on sait que depuis le 7 octobre en Cisjordanie, plus de 400 Palestiniens ont été tués, y compris par l'armée, en grande majorité, et aussi par les colons. Donc il y a là une volonté générale. Alors, attaquer Netanyahou, c'est bien, mais ce n'est pas Netanyahou tout seul, hein, c'est tout un système. Parce que là aussi, je commence un petit peu à m'énerver quand d'un côté on dit la guerre contre le Hamas et de l'autre côté c'est Netanyahou. Mais non, Netanyahou n'est pas tout seul, c'est un projet. Ce projet, il le porte, mais il le porte avec d'autres. Avec l'extrême droite qui est au gouvernement, mais avec une grande majorité du public. Le public qui manifeste aujourd'hui ne manifeste pas pour arrêter l'occupation, hein. Il manifeste parce que Bibou n'a pas la bonne stratégie, disent-ils, pour récupérer les otages. Ils ne sont pas en train de dire, s'il vous plaît, arrêtez l'occupation et faisons un État palestinien, faisons la paix. Ce n'est pas du tout ça. Donc on est effectivement dans un programme qui est en train, si on continue, de se réaliser. C'est-à-dire de, effectivement, se débarrasser du fait palestinien, que ce soit en l'envoyant en Cisjordanie ou, puisque je viens de voir ça sur Twitter, en mettant des tentes à disposition des réfugiés palestiniens qui sont à Rafah et qu'on enverrait bien dans une zone de no man's land là-bas en Égypte. Donc, je veux dire, on n'est pas en train de rigoler, on n'est pas en train de fantasmer sur quelque chose. Israël a effectivement la volonté de se débarrasser du fait palestinien. Point. Et si on ne prend pas maintenant des mesures, eh bien, on sera complice parce qu'aussi on est signataire de toutes ces conventions internationales. Si l'Europe et chaque pays ne prend pas position, eh bien, nous serons complices d'un génocide qu'on aura vu télévisé devant nos yeux. Ce n'est pas le ghetto de Varsovie dont il fallait seulement entendre l'histoire. On est en train d'être effectivement complices. Moi, je pense qu'au niveau de l'Europe, c'est très grave. L'Europe est chaque fois, à côté de la plaque. Alors, il y a quelque chose, moi, Je suis européenne, je ne suis pas contre l'Europe, mais je me dis, mais quand est-ce que cette Europe va prendre sa vraie place ? Au lieu d'être le tonneau de résonance des Américains ou le petit chien des Américains, je n'en sais rien, d'avoir sa propre politique réellement et de la mettre en œuvre. Nous ne sommes faibles que parce que nous sommes toujours à la traîne de quelque chose. Et donc, pour moi, en tant que citoyenne belge et européenne, je dis il est temps que nos hommes politiques et nos femmes politiques prennent les dispositions nécessaires. Monsieur Alfonsi, que peut faire l'Union européenne ? Madame Blum a rappelé le fait qu'il y a un accord d'association très avancé qui a été, si mes souvenirs sont bons, conclu entre Israël et l'Union européenne en 1995 et il a été mis en vigueur en 2000. Qu'est-ce qu'elle peut faire dans ce cadre pour obliger l'État israélien à se retirer ? Parce que la question aujourd'hui la plus urgente, c'est un cessez-le-feu immédiat si on regarde de près la résolution des Nations Unies. Oui, je partage beaucoup de ce que vient de dire Madame. Les sanctions, c'est possible. La pression politique, c'est possible. Et même les accords, pour obtenir des contreparties, cet accord coïncide, je pense, avec le seul moment où Israël a évacué Manu Militari des colons, c'était à Gaza, c'était en l'an 2000 ou 2002, je pense, à ce moment-là. Ou 2004. Donc, on peut le faire, on sait le faire, y compris Manu Militari. Ça a été fait, donc c'est qu'on peut le faire. Je vais revenir en 1993 aussi. Ce qui est frappant, c'est que l'assassinat de M. Rabin est le fait d'un terroriste. Et on peut dire qu'un acte terroriste a fait basculer l'histoire en mettant le processus d'Oslo non seulement en difficulté, mais également, il y a eu un renoncement au processus d'Oslo, le renoncement qui a été de la nouvelle direction israélienne,
du moins progressivement, de plus en plus nettement, et aujourd'hui de façon tout à fait brutale par M. Netanyahou, qui est sans doute le gouvernement le plus extrême qu'Israël ait eu depuis longtemps. Cependant, les Palestiniens existent, leur génocide est peut-être envisagé, leur expulsion massive, mais est-elle possible? Je ne le pense pas. Donc, à un moment ou à un autre, il faudra bien arriver à une situation qui se stabilise. Il a fallu 70 ans pour sortir de l'apartheid en Afrique du Sud. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour arriver à une solution de paix au Moyen-Orient. Ça risque d'être effectivement très long. Et aujourd'hui, les cicatrices qui se sont ouvertes avec la brutalité des récents conflits, c'est quelque chose qui marquera très, très durablement les populations. Mais ceci étant, l'intérêt des peuples, c'est d'aller à la paix, du peuple israélien comme du peuple palestinien. C'est l'intérêt des peuples, par définition. Et nous, notre action, ça doit être de favoriser tout ce qui peut permettre d'y arriver. Les sanctions en font partie, c'est tout à fait juste. Et la reconnaissance de l'État palestinien, je pense, c'est aujourd'hui le levier politique principal qui est à portée des diplomaties européennes, sachant que entre la diplomatie allemande et la diplomatie espagnole, les approches sont très, très différentes, on le sait bien. Mais il y a suffisamment d'Européens qui ont conscience qu'ils peuvent aller de l'avant dans cette idée-là. Il faut donc en profiter. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit favoriser les décisions qui vont dans le bon sens. Bon, les décisions qui vont dans le bon sens, se sont exprimées aux Nations Unies. Grâce à l'Afrique du Sud, la Cour internationale de justice a pris des positions. Je crois que ces soutiens sont plus moraux. Le fait de reconnaître l'État palestinien, c'est un acte politique. On change la donne politique. Et il faut bien changer la donne politique pour réussir à peser sur les événements. Et bien sûr, il faut accompagner ça d'une politique beaucoup moins complaisante vis-à-vis de ceux qui ont, je partage l'avis du professeur, en tête le projet de nettoyer, pas seulement la bande de Gaza, je pense qu'y compris la Cisjordanie, de la présence palestinienne pour la déplacer dans des camps qui seraient en Égypte ou en Jordanie. Ça, c'est intolérable et la pression internationale, je pense, est capable de l'empêcher. Très bien. Monsieur Al-Carré, la seule, dit Monsieur Alfonsi, la seule possibilité aujourd'hui pour l'Union européenne est de poser un geste fort, celui de la reconnaissance d'un État palestinien. Il faut qu'elle soit elle-même forte, l'Union européenne, pour poser un geste fort. Vous avez entendu M. Stoltenberg il y a quelques jours nous dire que l'Europe de la défense n'avait pas de sens si elle n'était pas intégrée dans l'OTAN. Ça, c'est une autre question. M. Alfonsi, entre nous. Vous croyez vraiment que celui qui a assassiné Rabin était tout seul, fou? Non, j'ai dit que c'est un acte terroriste. Oui, de toute façon, ça, c'est un État qui pratique des actes terroristes. Ça encore une autre. Mais revenons sur l'Union européenne. C'est là où je voulais. 2009, l'attaque, mais inouïe contre Gaza à l'époque. Qu'est-ce qu'a fait l'Union européenne? Moi, je veux des faits. Les mots, c'est très beau, mais je ne crois plus aujourd'hui aux mots, même si les mots ont un sens. Parfois, ils peuvent blesser les mots. Et quand j'entends Mme von der Leyen parler, ou quelques autres, il y a des mots qui blessent. Pas seulement au niveau individuel, mais culturellement. Vous devez savoir ce que ça signifie, les mots qui blessent, vous qui êtes insulaire. Vous voyez ce que je veux dire. En 2009, qu'est-ce qu'a fait l'Union européenne? Au moment même où elle devait prendre des sanctions et condamner l'agression contre Gaza, elle a tout simplement rehaussé les relations entre l'Union européenne. C'était M. Kouchner à l'époque qui nous bassinait. Et en parenthèse, je souscris entièrement à ce que dit Mme Blum sur sa vision qui vient littéralement du terrain. Elle a rehaussé les relations avec, sous prétexte, oui, si on le fait, on aura une manière de faire pression sur Israël. Je vous donne un autre exemple. Pendant des années, moi j'avais ma chronique à la revue d'études palestiniennes et je suivais point par point la situation à l'époque. Vous ne pouvez pas imaginer les pressions qui ont été faites sur les Palestiniens à l'époque, au tout début
d'Oslo, c'est-à-dire sur l'autorité palestinienne dont on a vu les dérives aujourd'hui, pour dire, s'il vous plaît, arrêtez de résister, allez devant les instances internationales, vous allez voir. Ils sont partis. Et le jour où ils ont voulu rester devant la Cour de La Haye, à la Cour internationale de justice et à l'Assemblée générale, surtout pas, ça va être totalement contre-productif. Prenez toutes les déclarations, au moins des ministres des Affaires étrangères, français et allemands, et britanniques, à l'époque où les Britanniques n'étaient pas encore sortis, ils auraient dû écouter Michel Rocard. Il y a 20 ans, partez et laissez-nous tranquilles, on va construire. Mais c'était un peu trop tard. Reprenez la trajectoire de l'Union européenne depuis la déclaration de Venise. Mettez uniquement la déclaration de Venise, où en était l'Union européenne et où elle en est aujourd'hui. Elle en est aujourd'hui, l'Union européenne, à nous servir les discours de Mme von der Leyen, qui va en Palestine occupée, pour célébrer les 75 ans, 75 dans notre langage à nous, parce que je suis citoyen français comme vous, et nous dire que quel merveilleux désert vous avez fait fleurir. Ça, c'est le discours de l'Union européenne au niveau des responsabilités politiques. Alors, aujourd'hui, que faire? Je vais vous dire une chose très simple. Il faut accompagner le mouvement de changement de rapport de force qui est en train de se développer dans cette région du monde. Nous reviendrons tout à l'heure sur la signification du 7 octobre et de ce qui s'est passé avant-hier dans la nuit. Mais je voudrais rappeler une chose, l'exemple du Liban. Vous avez parlé tout à l'heure du retrait décidé par Sharon en 2004. Croyez-moi, ce n'était pas de bon cœur. C'était pour des raisons tactiques. On a vu après tout ce qui s'est passé. Mais moi, je vais vous donner un exemple. Au Liban même, le seul endroit de toute cette région où les Israéliens ont dû se retirer, je ne vais pas utiliser des épithètes, hein, mais la tête basse, restons polis, c'est le Liban. Et l'application de la résolution 425, mais pas entièrement, parce que nous avons encore des territoires occupés. Pour quelle raison? C'est parce que le rapport de force a changé, qu'il ne pouvait plus supporter les opérations quotidiennes, quotidiennes de la résistance face à eux. Et c'est là où la question de la résistance est fondamentale. Or, tout le discours des Européens actuels, je parle du personnel politique, sur votre respect, ce n'est pas vous qui êtes en cause, parce que c'est ailleurs que ça se dit, vous le savez, consiste à diaboliser l'idée même de résistance, l'idée même de patriotisme. On en parlait la dernière fois. Un de vos collègues, je vais le répéter. Jean-Pierre Jouyet me dit à la Commission des Affaires étrangères, alors que j'expliquais ce qui se passait en Syrie, et j'ai dit, ne sous-estimez pas le patriotisme du peuple syrien. Il me répond, le patriotisme, c'est ringard. Déjà, vous regardez le vocabulaire. Un ministre des Affaires européennes qui utilise ce type de vocabulaire. Je lui dis, la résistance française et Valmy, c'est quoi? Ah, je n'y avais pas pensé. C'est quoi cette légèreté? Il faut être sérieux. Et je pense, j'espère personnellement, puisque je ne veux pas terminer sur une note noire. Le patriotisme, monsieur El Carré, rime aujourd'hui en France. Laissez-moi poser une autre question à d'autres invités. Oui. Je voulais juste dire que le patriotisme, en France en l'occurrence, rime plutôt avec l'extrême droite. Il malheureusement, aujourd'hui, quelle horreur. Nous avons ici, sur ce plateau, un député français européen qui représente le groupe des Verts et une autre députée européenne française qui fait partie de la majorité. Hein. Vous êtes macroniste, hein, Madame Salima Yenbou. Tout à l'heure, vous avez parlé de la communauté internationale. Encore une autre expression galvaudée. Est-ce qu'il s'agit bien de la communauté internationale ou la communauté occidentale? Et je ne sais plus, mais je vous demande de préparer la réponse, monsieur El Carré, parce qu'après, Madame Yenbou, je reviendrai vers vous, puisqu'on va parler d'Iran. On est bien d'accord que l'Iran n'a pas attaqué Israël, mais a riposté à l'attaque d'Israël contre le siège du consulat d'Iran à Damas, qui a laissé, je pense, 7 morts. Et selon les diplomates ou les termes diplomatiques, il a touché aussi à la double souveraineté syrienne et iranienne. Ma question maintenant, elle est pour Madame Yenbou. La France et les grands pays occidentaux ont condamné la riposte de l'Iran en Israël. Pourquoi ils n'ont rien dit lorsque Israël a attaqué le consulat iranien à Damas, en Syrie?
Alors, moi, je vais parler pour moi. Moi, j'ai condamné déjà l'attaque du consulat. C'est un territoire iranien qui a été attaqué, une enclave territoriale. Donc, la condamnation est unanime. Et là, l'idée, c'est de cesser cette escalade. On est en plein dans une escalade d'attaque, de riposte, d'attaque, de riposte. Je crois que l'urgence, elle est de stopper ça. Je ne sais plus qui tout à l'heure disait le plus important, c'est de préserver les vies de part et d'autre et de permettre d'enfin travailler sur cette solution à 2 États ou un État, enfin ce qu'on pourra réussir à faire. Et tout à l'heure, moi, je voudrais rebondir sur quelque chose qui a été dit. Parler de Madame von der Leyen comme étant la voix de l'Union européenne, c'est aussi jouer le jeu. On a un représentant des affaires étrangères pour l'Union européenne et c'est Josep Borrell, c'est pas Madame von der Leyen. Donc c'est lui qui représente l'Europe sur ces questions-là. Et je crois qu'il a demandé aussi à ce qu'on réfléchisse sur des sanctions. La France l'a fait pour des colons. Ça n'est pas suffisant parce que déjà en nombre, et ça n'est pas suffisant parce que si la France le fait, les colons mettent leurs biens dans le pays d'à côté, donc ça ne règle pas le problème. Il faut que ce soit à l'échelle européenne. On a tous ces outils. On a aussi l'outil de l'accord d'association, qui est un outil comme un autre, et qui est un outil qui est important puisque ça permet aussi de faire respecter les droits humains. Il y a une clause dans ces accords d'association qu'Israël ne respecte pas. Et en tout cas, ici au Parlement, on a demandé à revoir justement ces accords d'association dans la dernière résolution que l'on a faite le mois dernier. Ça n'a pas été voté par la majorité du Parlement, mais on est quand même des voix assez importantes qui appelons à sanctionner, même par le biais surtout par le biais de cet accord d'association. Monsieur Alfonsi, pourquoi votre pays, la France, n'a pas condamné l'attaque israélienne contre le consulat iranien à Damas? Historiquement et depuis fort longtemps, la France et l'Europe sont des alliés d'Israël. Disons les choses comme elles sont. Exactement. Ce sont des alliés d'Israël. Alors, nous, la politique, ça consiste à renforcer et rétablir les rapports de force pour que, justement, comme vous le disiez à propos du Sud-Liban, des équilibres s'établissent, parce que le rapport de force, c'est une partie de l'équation politique. Maintenant, ce n'est pas toute l'équation politique, et aujourd'hui, je crois que le déroulement, le cours des événements tels qu'ils se déroulent à Gaza peut affaiblir la position d'allié sans condition que représente l'Europe jusqu'à présent pour le régime de M. Netanyahou, où parfois il y a eu, la diplomatie française par exemple, a exprimé des réserves. Elle n'a jamais été hostile à les choses. Bon, c'était plutôt sous la période de M. Chirac. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, il faut regarder devant. Devant, où est-ce que l'on veut aller? On veut aller à des peuples qui vivent libres et en paix. Pour ça, il faut leur rétablir chacun au moins la dignité. La seule chose qui, aujourd'hui, me semble tout à fait intolérable, c'est qu'il y a deux peuples qui s'affrontent sur un territoire et un peuple est considéré de moindre dignité que l'autre, puisqu'il n'a pas la reconnaissance d'un État souverain. Voilà. Moi, je dirais que le premier point, c'est de rétablir l'égalité des dignités. Ensuite, il n'y a pas l'égalité des forces, il n'y aura pas l'égalité des territoires du jour au lendemain. Ce sera des processus. Ça ne sera jamais quelque chose que l'on va décréter de façon autoritaire. Mais déjà, si on dit le peuple palestinien est un peuple souverain qui a une dignité égale, je crois que c'est le premier pas qu'il faut impérativement franchir. Oui. Allez-y, Madame Blum. Rétablir l'égalité. D'abord, pour l'instant, c'est une question de vie et de mort. Donc, on peut en parler, mais c'est une question de vie, de mort, ça doit être fait. Rétablir l'égalité, c'est quoi? Ça veut dire que nous devons dire que nous allons faire le contrepoids à ce qu'est Israël. Israël a derrière elle les États-Unis. Il y a même des t-shirts à Jérusalem qui sont imprimés où il est marqué « Ne t'inquiète pas, don't worry USA, Israel is behind you ».
c'est exactement ça. Donc, ils ont comme alliés les États-Unis. Eh bien, c'est à l'Europe aussi à faire confiance au mouvement palestinien, au lieu de tout simplement faire confiance à l'autorité palestinienne dont de toute façon, elle ne connaît rien, de faire confiance au mouvement palestinien, des mouvements de base, des mouvements de citoyens, des ONG qui travaillent depuis des années, depuis avant le processus d'Oslo, au niveau de la santé, de l'éducation, etc., et de faire confiance au peuple palestinien. Parce que moi, je suis assez triste de vous entendre, et Mme Yambou et vous, dire on va créer un État palestinien. Mais non d'une pipe, on va demander aux Palestiniens, j'espère ce qu'ils veulent faire. On est en train de dire, et les États-Unis aussi, Non, et Israël on va aussi. reconnaître. Oui, créer. mais on va faire où c'était ça et avec qui. Et donc, s'il y a effectivement une balance qui doit être faite, c'est en appuyant les mouvements palestiniens et notamment une résistance. Moi, je suis comme M. Carré, la résistance, et comme Madame avait parlé de la résistance en Algérie, oui, il y a des mouvements résistants en Palestine qui ne sont pas violents nécessairement, mais qui le deviennent parce que justement, nous ne sommes pas là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut résister par la culture, on peut résister par améliorer le système de santé, etc. Mais quand on se fait taper dessus journellement, eh bien, bon, il arrive un moment où effectivement, la résistance se fait autre. Je pense que nous ne ferions pas autrement. Alors, vous avez rappelé que mes parents, ma mère et mes grands-parents étaient dans la résistance, mais c'est la même chose. Je veux dire, ce n'étaient pas des gens qui voulaient la guerre, c'était des gens qui voulaient la paix et qui étaient prêts à mourir pour la paix. De même que Manoukian. OK, je suis prêt à mourir pour la paix. Je ne meurs pas. Donc, mettre les Palestiniens dans l'idée qu'ils se battent pour se battre et pour mourir, non. Et la plupart des Palestiniens vous diront, la vie et la mort, c'est la même chose, tant que nous n'avons pas une vie normale. Et donc, ils sont en train de se battre pour effectivement pouvoir vivre. Si maintenant, de notre côté, nous ne faisons rien et que ce génocide continue et qu'on continue à laisser la colonisation ramper en Cisjordanie, devenir de plus en plus violente, eh bien, je le redis encore une fois, nous sommes complices d'effectivement un nettoyage ethnique et d'un génocide en cours. Et c'est là, maintenant, c'est le point principal et c'est là qu'il faut qu'on agisse. Monsieur El Carré, comment la crise Iran-Israël va impacter la question palestinienne? Oh, ça. J'y viens, mais permettez-moi juste... Et on n'a plus beaucoup le temps, hein. On va faire un tour de plateau. En 30 secondes, à l'attention de Mme Yembo et de notre ami, l'honorable député Alfonsi. Nous avons un proverbe... Monsieur Alfonsi. Oui, Alfonsi, je dis. Ah, d'accord. Alfonsi. Alphonse. Nous avons un proverbe chez nous qui dit « S'il devait pleuvoir, on aurait aperçu les nuages ». Je voudrais simplement rappeler deux choses. Monsieur Patrick Moynihan, qui a été le représentant des années successives à l'ONU des États-Unis, a écrit dans ses mémoires « J'ai passé mon temps à New York, à l'ONU, à empêcher l'application des résolutions du Conseil de sécurité concernant la Palestine, et il y en a des dizaines. » Ça, c'est le premier point. Donc, encore une fois, les choses sont complexes. Le jeu des rapports de force, à un moment, tôt ou tard, il faudra traduire ça sur le plan juridique et institutionnel. On ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Il faut d'abord que les rapports de force permettent cette expression politique. Deuxième point, concernant maintenant l'Iran. Permettez-moi de commencer. Vous voulez même pas les anecdotes, moi aussi. Ce matin, mais écoutez-moi bien. C'est pas que je ne les aime pas, les anecdotes, c'est que le temps est très... Lord Cameron, sur Sky News, en langue anglaise, se voit poser la question suivante par une journaliste qui n'a pas sa langue dans sa poche, contrairement à ce que vous savez dans l'Hexagone aujourd'hui. Elle lui demande, Lord Cameron, si un consulat britannique avait été attaqué par n'importe quel autre État, quelle aurait été votre réponse? Il répond la réponse la plus musclée et la plus forte possible. Elle lui rétorque, c'est exactement ce que les Iraniens ont fait. Elle est bien cette anecdote, Madame? Parfait. Maintenant, tirons les conclusions. Premièrement, ce qui s'est passé avec le meurtre de 7 officiers et hauts responsables iraniens au consulat de Damas est une violation à la fois du droit international, du droit humain, du droit de la guerre,
et une violation de la Convention de Vienne. Qu'est-ce qui a permis, du point de vue juridique, et vous ne pouvez pas imaginer à quel point, contrairement à d'autres, les Iraniens et d'autres puissances sont attachés au droit international, du point de vue formel. Qu'est-ce qui leur a permis de mener cette opération de riposte, de représailles, si vous voulez, qui a été menée avant-hier? C'est qu'il y a eu une double violation du droit international et qu'il y avait une légitimité totale à invoquer l'article 51 de la Charte de l'ONU pour mener cette opération. Alors maintenant, dans quelles conditions ça a été... Qu'est-ce que tout le simulacre qu'on nous a fabriqué et continue de fabriquer, 99% des missiles, etc., non seulement on ne les a pas abattus, on les a abattus, mais on leur a donné l'ordre d'aller se replier en Afghanistan. Il faut arrêter ce genre de cinéma et de théâtre. Ce qui s'est passé entière, c'est que cette action qui a été menée est un formidable basculement que personnellement je mets sur le même plan que le basculement juridique qui a eu lieu avec la décision de la Cour internationale de justice en février. Aujourd'hui, l'immunité, entre guillemets, parce qu'il y a une immunité, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Blum, oui, on comprend, on réagit un peu, on est un peu courroucé, on est inquiet, etc., etc. Aujourd'hui, cette immunité, sur le plan militaire, sur le plan juridique, sur le plan politique, sur le plan humain, est aujourd'hui battue en brèche. Et aujourd'hui, cet état d'apartheid, cet état si vous voulez, ce fait colonial de substitution est aujourd'hui à la croisée des chemins, où il disparaît en tant que fait colonial, et je pèse mes mots, je l'ai écrit dans la Libre Belgique, et j'assume la responsabilité. Je parle du fait colonial, comment nous reconstruisons après sur le plan humain, ça nous savons comment le faire. Et nous avons des modèles. Au Liban, nous savons comment vivre ensemble. En Syrie, on a en Irak, en Jordanie, etc. Mais la première chose, c'est le système politique d'oppression tel qu'il est. Et cette brèche qui s'est ouverte aujourd'hui est extrêmement importante. Si l'Union européenne, et je dis si parce que malheureusement il faut dire si l'Union européenne veut vraiment agir dans cette région, elle doit se débarquer de la politique américaine. On revient encore une fois si vous voulez, à la même équation. Aujourd'hui, je ne vois pas ce personnel politique agir dans ce sens. En guise de conclusion, je vais poser la même question à chacun de mes invités. Et s'il vous plaît, soyez clairs, nets et concis. Je commence avec Madame Yenbou. Madame l'eurodéputée, pourquoi le droit international est important quand la Russie attaque l'Ukraine et quand Israël attaque l'Iran, le droit international ne s'applique pas? Alors, pour moi qui suis membre de la commission droits humains et affaires étrangères, je suis très attachée au droit international. Et je suis très attachée au fait que ce droit international doit s'appliquer de la même manière pour tout et pour tous. Donc, c'est véritablement ce que je défends au sein du groupe Renew et que je défendais lorsque j'étais collègue au sein du même groupe que M. Alfonsi. Ce droit international, il nous est renvoyé en pleine figure par ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, qui nous dit on est d'accord avec vos droits humains, il n'y a pas de souci, on a les mêmes valeurs, on défend les mêmes droits, seulement on n'est pas d'accord avec la manière dont vous l'utilisez d'un pays à l'autre. Donc moi, mon combat au quotidien, et on a une plénière la semaine prochaine pour laquelle j'ai appelé à des résolutions, notamment sur la situation humanitaire à Gaza, une nouvelle résolution là-dessus, puisque le Parlement sera fermé pendant au moins un mois. Et puis aussi une résolution sur les journalistes, qu'on n'a pas évoqué les journalistes, mais c'est très important d'évoquer cette question, puisque il a été évoqué la Cour de justice internationale et les journalistes sont des personnes qui peuvent témoigner au quotidien, mais qui pourront aussi témoigner plus tard pour apporter des informations à cette Cour de justice internationale qui devra se prononcer sur génocide ou pas. Très bien. Madame Blum, 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes. Mais le droit international est très important dans la mesure où il donne effectivement la règle, mais il n'est important que dans la mesure où on le fait appliquer. Et en tant qu'enseignante, moi je dis aujourd'hui, je ne sais pas comment je pourrais expliquer à des étudiants que le droit international est important alors qu'il est bafoué partout et que les instances politiques ne le défendent que verbalement. Monsieur Alfonsi.
Oui, je vais partager tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est un point de référence, un point d'appui. C'est quelque chose sans lequel on ne peut pas construire un avenir de paix. Donc il faut s'y accrocher, il faut y tenir bon, mais il faut savoir aussi que la politique répond à d'autres critères et qu'aujourd'hui, il y a des dominants et des dominés, pour revenir à ce que disait notre ami, et que le premier acte politique qu'il faut poser, c'est le rétablissement d'une égale dignité entre les deux peuples. Très bien, Monsieur Alcarré, 30 secondes. La même question. La conclusion, ce qui se passe, elle n'est que provisoire. 75 ans d'impunité, aujourd'hui, c'est fini. 75 ans, c'est fini. Très bien. Donc, attendez. Je souscris à ce qui a été dit concernant l'ONU. Et je rappelle que l'ONU, mis à part les pratiques qu'on peut critiquer, etc., est le seul outil aujourd'hui de référence en matière de régulation des droits internationaux. L'Organisation des Nations Unies, c'est fondamentalement la charte qui est une référence, mais c'est surtout un terrain de confrontation, un terrain d'organisation de la confrontation et de régulation de la confrontation dans le cadre du jeu des rapports de force internationaux. L'ONU doit retrouver aujourd'hui, ça se joue à Gaza, et même M. Guterres nous l'a rappelé il y a quelques semaines. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.